Claude Fort savait exactement comment chasser le brontosaure. On rampe avec insouciance dans la vase, où les saules se dressent, on se faufile parmi les petites fleurs primitives, les verts et les bruns de leurs pétales vous font penser à un terrain de football, et la fange où l'on patauge évoque les bains de boue des salons de beauté. Et l'on surveille la créature vautrée dans les roseaux, aussi gracieuse qu'une chaussette bourrée de sable, abandonnée à la mousseuse, à la marécageuse, étreinte des fonds qui sous son poids s'affaissent. Les narines, chacune est à la dimension d'une entrée de terrier, balayent l'air en un mouvement circulaire à 30 centimètres au-dessus des herbes qu'elles flairent bruyamment à la recherche de joncs. M'afflue comme autant de boudins. C'est un chef-d'œuvre. Ici, l'horreur a atteint sa limite, a bouclé la boucle pour se jeter dans son propre sphincter. Il y a autant de vie dans les yeux luisants du monstre que dans le gros orteil d'un cadavre de 8 jours. Son haleine composite et les touffes de poils qui sortent des grossières cavités auriculaires méritent d'être, tout particulièrement, signalées à l'attention de ceux qui ont tendance à s'extasier amoureusement sur l'œuvre de notre mère la nature. Mais toi, petit mammifère au pouce opposable, dont les poings sans lui désarmés étreignent un fusil chargeur autonome à détente semi-automatique, à canon jumelé, à hausse compensée, à mire télescopique, qui jure, à côté des roseaux immémoriaux, ce qui t'attire, c'est le cuir du lézard. Il s'en exhale une odeur profonde qui se déploie comme résonne la note grave du piano. L'épiderme de l'éléphant, auprès de lui, n'est autre qu'une feuille de papier hygiénique froissée. Il est gris comme la mer des Vikings, aussi incroyablement massif que les fondations d'une cathédrale. Quelle ossature est-elle donc capable de tempérer l'exubérance de cette chair? Cette chair où, brunâtres, tu les vois d'ici, grouillent les poux qui ont élu domicile entre ses apics grisâtres et ses canons, fantasques comme fantômes, cruels comme crabes. Si l'un d'eux te sautait dessus, il pourrait te briser le cou. Qu'un de ces parasites cesse de s'escrimer contre les vertèbres du bronto, et tu t'aperçois que, lui aussi, charrie son lot de vermines. Des bestioles dont chacune atteint la taille d'un homard. Car tu es tout près. Oh, tellement près maintenant. Si près que tu entends cogner le cœur primitif du monstre à chaque miraculeuse conjugaison de l'oreillette et du ventricule battant à l'unisson. Il est fort clos, le temps d'écouter les oracles. Tu as dépassé le stade des augures. La route que tu suis est celle du massacre. Le tien ou bien le sien. L'heure n'est plus à la superstition. Dorénavant, seul le friseli de tes nerfs, le vacillant, l'inextricable fouillis de muscles lovés sous cette enveloppe de peau vernie de sueur, le sanguinaire élan qui te pousse à tuer le dragon répondront à tes oraisons. Tu peux tirer maintenant. Attends seulement que s'immobilise l'excavatrice à vapeur en réduction qu'est cette gueule, que vienne le moment où le museau béant s'apprêtera à engloutir une nouvelle charretée de joncs pour montrer, avec un bang d'une inexprimable vulgarité, au monde du Jurassique qui te toise, le point ultime de l'évolution de l'obsédé sexuel tireur d'élite. Tu n'ignores pas la raison de ton hésitation, même si tu prétends le contraire. Le ver rongeur, vieux comme le monde, long comme une canne, éternel comme la tortue, le ver conscience, est à l'œuvre. Plus monstrueux que le serpent, il s'insinue en toi par l'intermédiaire de chacun de tes sens. À la passion, il murmure que ce n'est pas plus excitant que de tirer sur une cible en carton. À l'intelligence, il souffle que l'ennui, insatiable vautour, reviendra une fois la tâche accomplie. Au nerf, il susurre que lorsque sera tari le torrent d'adrénaline, la nausée lui succédera. Et l'artiste, qui se dissimule derrière ta rétine, il le convainc sans doute de la stupéfiante beauté de la vision qui s'offre. Épargne-nous ce mot sirupeux de beauté. Pour l'amour du ciel, s'agit-il du commentaire d'un film de voyage? N'en serons-nous jamais débarrassés? Maintenant, nous voyons, juchés sur l'échine de ta titanesque créature, une douzaine d'oiseaux, rivalisant entre eux par l'éclat de leur plumage, où jouent toutes les couleurs que seul le resplendissant, le fabuleux et balnéaire paysage de Copacabana sait nous dispenser. Ils sont gras, car ils se nourrissent des reliefs de la table du riche. Admirez donc cette image. Regardez le bronto dresser sa queue. Oh, que c'est beau! Cette paire de meules de foin éjectées du postérieur de l'animal. La beauté personnifiée, les amis, directement du producteur au consommateur. Voyez comme les oiseaux se jettent dessus. Ça suffit comme ça, vous autres. Vous êtes déjà bien assez gros. Et voilà.
À présent, on se perche à nouveau sur le bon vieux croupion et il n'y a plus qu'à attendre la prochaine fournée. Le soleil, maintenant, sombre à l'ouest dans le ciel du Jurassique. Adieu, festin. Allons, pas d'atermoiement. C'est le but de ta vie. Tue la bête que finisse ta torture. Tu prends ton courage à deux mains, le brandis à bout de bras et louche devant le spectacle que tu as devant les yeux. Une détonation terrible retentit qui t'assomme à demi. Tu tressailles, tu regardes autour de toi. Le monstre rumine toujours, satisfait d'avoir lâché un vent suffisamment impétueux pour gonfler la voilure du vieux marin encalminé. Pris de fureur, à moins que ce ne soit quelque émotion plus subtile, tu bondis hors de la futaie, tu fais face et, t'exposant de la sorte, trahis de façon caractéristique l'embarras où te jette perpétuellement le souci d'obtenir et la considération d'autrui et la tienne propre. La considération ? Ou là encore quelque chose de plus subtil. Ce n'est pas une raison parce que la civilisation à laquelle tu appartiens est placée sous le signe de la confusion, pour que la confusion doive aussi t'habiter. Baste, il sera toujours temps de réfléchir à cela plus tard. Si jamais il y a un plus tard que semblent te dénier ces yeux brouillés, ces yeux porcins dardés sur toi à une portée de fusil. Ne te contente pas de tes seules mâchoires, ô monstre, que tes sabots de cornes me fracassent, que ton énorme panse se fasse montagne à m'écraser, si tu le juges bon. Sois, ô mort, une saga saccageuse et sagace. À 400 mètres de toi s'élève le tintamarre que pourrait produire une douzaine d'hippopotames en culotte de gymnastique folâtrant dans l'ancestrale fange. Et, à la seconde suivante, une queue sinueuse, longue comme un dimanche, épaisse comme un samedi soir, fouette l'air au-dessus de ta tête. Tu l'esquives comme il se doit, mais n'importe comment, l'animal t'aurait manqué, car, vois-tu, sa coordination n'est pas meilleure que ne le serait la tienne s'il te fallait cingler un tarsier avec un immeuble de 5 étages. Ce geste accompli, la bête semble satisfaite, la conscience tranquille, elle t'oublie. Si seulement, songes-tu, si seulement tu pouvais t'oublier toi-même avec autant de facilité. Car, après tout, c'était bien afin de t'oublier que tu as fait ce long voyage. Partez dans le temps pour échapper à tout, disait le dépliant. Pour toi, cela voulait dire échapper à Claude Fort, un époux aussi insignifiant que son nom, doté d'une femme invivable qui s'appelait Maude. Maude et Claude Fort, deux êtres qui ne pouvaient pas mieux s'adapter l'un à l'autre qu'à l'univers où ils avaient vu le jour, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui. C'était là le plus valable des motifs pour venir ici chasser le saurien géant, à condition d'être assez simple d'esprit pour croire qu'un saut de 150 millions d'années dans le passé suffise à modifier de l'épaisseur d'un cheveu le chaos de pensées qui vous tourbillonne dans la cervelle. On essaye bien d'endiguer ce débordement de pensées ridicules, mais elles ne se sont jamais vraiment arrêtées de tournoyer depuis les jours de ta jeunesse abreuvée de Coca-Cola. Seigneur, si l'adolescence n'existait pas, il ne serait pas nécessaire de l'inventer. Un peu calmé par ces réflexions, tu regardes à nouveau la masse énorme du tyran végétarien vers lequel tu vas charger, tout gonflé du désir contradictoire de vivre et de mourir, et de toutes les émotions dont est capable l'organisme humain. Cette fois, Claude, l'épouvantail est réel, exactement comme tu le souhaitais. Cette fois, il te faut vraiment le regarder en face avant que, se retournant, il te dévisage à nouveau. Alors tu lèves le vieil égalisateur et tu cherches le point vulnérable. Les oiseaux rutilants se balancent. Les poux trottent comme des chiens. Le marécage grogne tandis que le bronto oscille, que son minuscule crâne emmanché au bout d'un cou reptilien plonge dans l'eau d'un verre de bile, en quête d'une bouchée de déchets. Tu attends. Tu ne le perds pas de vue. Si exaspérante que fût toujours ton existence, jamais tu ne fus si nerveux et tu comptes sur cette catharsis pour purger définitivement et jusqu'à la dernière goutte ton système de l'acide de peur qu'il charrie. Parfait, répètes-tu dans un soliloque de maniaque. $1 million, c'est le prix de l'éducation au XXIe siècle, dépensé pour rien. Parfait, parfait. Et comme tu redis cette formule pour la énième fois, l'affolante gueule émerge, s'ouvre devant toi. Les mâchoires, plantées de molaires massives comme des poteaux de ciment, s'élèvent et s'abaissent à grand bruit. L'eau du marais qui gigle en trombe hors de la bouche sans lèvres t'éclabousse les pieds, submerge le sol. Par instant, tu aperçois au fond de cette gueule buccinatrice racines et roseaux, tiges et stripes, feuilles et fanes, à quoi s'incorpore inextricablement un gargouillant, un grinçant grouillement de grenouilles, de vairons,
de petits crustacés voués après ce broyage brutal aux boyaux ballonnés du Bronto, tandis que la gueule mâchonne, au-dessus d'elle, les yeux de vase sèche ne cessent de te surveiller. Ces animaux atteignent 200 ans, proclamait le dépliant. Celui-ci a manifestement essayé d'arriver à cet âge. Son regard est un regard séculaire, celui d'un être qui a vécu des décades et des décades dans la torpeur d'une pesante hébétude. Tu as l'impression de contempler 2 inquiétants lacs embrumés. Cela te donne un choc psychique. Tu fais feu des 2 canons à la fois contre ton propre reflet. Boum, boum pour les balles dum-dum. Les luminaires bicentenaires, estompés et sacrés, chavirent, brusquement ternis. Cloître clos désormais jusqu'au jour du jugement dernier. Ton reflet sanglant en est expulsé à jamais. Tel un linceul douteux tiré sur un cadavre, un onglet s'est rabattu sur la meurtrissure cristalline. Lentement, les mâchoires continuent leur rumination, tandis qu'avec une lenteur égale, la tête s'affaisse. Qu'un sang glacé de reptile jaillit comme de la pâte dentifrice hors du tube qu'on presse et court sur le cuir d'une joue crevassée. Que tout est donc lent. La tortueuse paresse du secondaire même qui s'écoule comme un filet d'eau, goutte après goutte. Si la création t'avait incombé, tu aurais cherché, tu en es sûr, quelques metteurs en scène moins accablants, moins déchirants que le temps. Aucune importance. Levez vos coupes, mes seigneurs. Claude Fort a abattu une inoffensive créature. Vive Claude aux griffes de granit. Le souffle coupé, tu observes la tête de ta victime qui s'affaisse. Le cou, long à en être comique, qui touche terre. Les mâchoires qui se referment pour de bon. Tu épies. Tu guettes quelque chose. Mais rien n'arrive. Tu peux rester là 150 millions d'années, Seigneur Claude. Rien d'autre ne se produira plus. Petit à petit, amoureusement nettoyée par les prédateurs, la carcasse de ton brontosaure s'enfoncera dans la boue, comme aspirée par son propre poids. Les eaux monteront. Vieux conquérant, l'océan s'installera avec la nonchalance du tricheur distribuant une mauvaise main à ses partenaires. Des siècles durant, ce sera la longue pluie des limons et des sédiments qui s'accumuleront sur la majestueuse sépulture. Des dizaines de fois, peut-être, la tombe du vieux brontosaure se verra exaucée puis de nouveau abaissée, si doucement qu'il ne bougera même pas, bien qu'autour de sa dépouille se caillent déjà les roches sédimentaires en voie de formation. Finalement, serti dans un tombeau plus somptueux que n'en rêva jamais Maharaja, il se trouvera juché sur l'épaule puissante de la terre. Alors, toujours plongé dans le sommeil, il reposera, surplombant le Pacifique, hanté au cœur d'un pic des Rocheuses. Mais quel intérêt cela représente-t-il pour Claude le Glaive? Une fois trépassé l'infime vermisseau de la vie qui logeait au fond du crâne de la bête, le reste n'est pas de son ressort. Toute émotion est maintenant tarie. Tu es juste un peu déconcerté. Tu t'attendais à ce que le monstre se torde dramatiquement sur le sol embarrassant. D'un autre côté, tu es heureux qu'il n'ait pas semblé souffrir. Comme tous les gens cruels, tu es sentimental. Comme tous les sentimentaux, tu es délicat à l'excès. Le fusil sous le bras, tu t'avances vers ta victime, curieux de voir de près le visage de ton triomphe. Tu passes devant les sabots difformes, tu contournes la falaise d'une hygiénique blancheur que constitue la panse, tu croises la caverne moirée, et combien impressionnante, du cloaque et tu t'arrêtes sous l'arc de la queue qui s'incurve vers la croupe. Ton désappointement est aussi visible, aussi frappant qu'une carte de visite. Ce géant est au moins 2 fois plus petit que tu ne l'avais cru. Il n'a pas la moitié de l'image que tu gardes dans ton esprit de Maud et de toi-même. Pauvre petit guerrier. Jamais la science n'inventera quelque chose qui puisse t'aider à étancher cette soif d'une mort de titan dont le désir palpite dans le ténébreux dédale de ton inconscient chaotique et craintif. Il ne te reste plus qu'à rejoindre furtivement le tamponef rendu à la banalité. Tu vois, les brillants oiseaux dévoreurs d'excréments se sont déjà accommodés de la réalité. Un par un, ils ont déployé leurs courtes ailes, pris leur essor, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, en quête d'un nouvel hôte sur lequel s'abattre. Quand les choses tournent mal, ils le savent, et n'attendent pas que les vautours les viennent déloger. Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Et toi aussi, tu tournes les talons. Mais tu t'es arrêté. Il ne te reste plus qu'à partir. Oui, mais 2181 après Jésus-Christ, ce n'est pas seulement ton époque, c'est également Maud. Et c'est Claude.
C'est cette affreuse lutte désespérée, ce combat de tous les instants qu'on mène pour essayer de s'adapter à un milieu trop complexe, pour essayer de se modeler à l'image d'un simple rouage. Ta tentative d'évasion vers la grande simplicité du Jurassique, pour citer encore le dépliant, n'était qu'une escapade sans lendemain. Et c'est fini. C'est pourquoi tu t'es arrêté. Et comme tu étais ainsi immobile, quelque chose a sauté à l'improviste sur ton dos. Sous le choc, tu es tombé la tête la première dans la boue grasse. Oh, tu te débats, tu hurles tandis que la pince de homard te lacère le cou, la gorge. Tu tentes de saisir ton arme, en vain. Alors, pris dans l'étau de l'atroce douleur, tu roules sur toi-même. À peine t'es-tu retourné que, déjà, cette chose qui ressemble à un crabe se jette gloutonnement sur ta poitrine. Tu t'agrippes à la carapace, mais l'animal échappe à ton étreinte. Tu n'avais pas pensé, lorsque tu as tué ton brothosaure, que la vermine qui l'abritait émigrerait et que pour toi, malheureux avorton, ces parasites seraient autrement plus dangereux qu'ils ne l'étaient pour leur ancien hôte. Tu te défends de ton mieux, tu as réussi à gigoter 3 minutes. Mais au bout de ce laps de temps, c'est toute une armée de ces pique-assiettes qui pullulent sur toi. Déjà, amoureusement, ils ont entrepris de nettoyer ta carcasse. Cela te plaira d'être tout en haut des rocheuses. Tu ne ressentiras plus rien.